Donc, toute l'année, j'ai eu le privilège d'accompagner les étudiants du Master GID dans le cours de projet tutoré, dont l'un des projets, c'est cette journée dans laquelle vous êtes. Et je félicite tous les étudiants pour l'organisation de cette journée d'études. Les projets tutorés, ce sont des véritables mises en situation professionnelle autour d'un même objectif, qui mobilisent aussi des compétences et des connaissances. Ils développent leur travail, leur capacité de travailler en équipe. Et maintenant, ça va être à eux de parler, de prendre la parole et de dévoiler le fruit de leur travail et de leur engagement. Le premier projet que vous allez découvrir, c'est un défi très concret qui a été mené de front par plusieurs étudiants. Leur défi, c'était créer en quelques mois seulement une bibliothèque fonctionnelle pour des élèves de l'IEM d'Abadie de Villeneuve-d'Ascq en partant de zéro. Plus, proposer un cahier des charges pour un projet de bibliothèque inclusive qui va devenir un tiers-lieu. C'est un projet qui est unique, en tout cas pour le Master GID, puisqu'il a fait intervenir 2 formations, les DUST 2 et les Master GID, sur des temporalités différentes. Et ils ont eu une double casquette, à la fois apprenants et AMOA. C'est-à-dire qu'ils apprenaient et qu'ils devenaient aussi experts et qu'ils ont expliqué à l'IEM ce qu'ils devaient faire. Ils ont travaillé en autonomie, ils ont pris des décisions, appliqué concrètement leurs cours, et cela a créé une expérience qui leur a permis, je les cite, de gagner confiance en eux et d'adopter une posture professionnelle. L'équipe d'IEM a été un partenaire essentiel pour ce projet et je les remercie encore, je les remercie de leur présence. Je laisse maintenant la parole à Sally Wendour et Loane Audebo. Ils vont vous expliquer. C'est prévu. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Madame Derdar. Cette année, nous avons eu l'opportunité de travailler sur un projet concret qui consiste de mettre en place une bibliothèque au sein de l'IEM, l'Institut d'éducation motrice IEM d'Abadie, Christian d'Abadie, basé à Villeneuve-d'Ascq. Sur ce projet, nous intervenons en tant qu'assistants à la maîtrise d'œuvre, en collaboration avec 4 étudiants du DUST 2, métier de la bibliothèque, à savoir Agnès Beauvisage-Laye, Caroline Bouyer, Marine Dufour et Ambre Guillot. Notre équipe est composée de 6 étudiants du Master de GID, tels que Colline Marcel, chargée de la communication et du design, Salima Daham, chargée des collections et du déploiement du SIGB, du système intégré de gestion de bibliothèques, Mathilde Raymond, chargée des partenariats et de la communication, Inès Laporte-Bruno, chargée de la gestion et du déploiement des process, Loane Audebo, chargée de la veille et qualité, et moi, Sally Wendour, chef de projet. Laissons la parole à Loane pour qu'elle nous parle des réalisations qui ont été faites au cours de ce projet. Merci Saliou. Ne te cogne pas, tout va bien se passer. Donc Saliou et Madame Derdar l'ont déjà un petit peu expliqué, mais pour reprendre un petit peu les bases du projet, donc il s'agit de créer une bibliothèque de loisirs inclusive pour un public en situation de handicap moteur avec ou sans troubles associés, majoritairement âgés de 2 à 20 ans. Donc, au sein de l'Institut d'éducation motrice Christian d'Abadie, situé à Villeneuve-d'Ascq. Le projet se déroule en 2 temps, tout d'abord avec l'ouverture d'une bibliothèque au sein même des locaux de l'IEM, et donc dans un second temps, sur plutôt le moyen et long terme, l'ouverture de la bibliothèque en tant que tiers-lieu dans un lieu dédié qui s'appellera le Château, pour le petit teaser.
Donc pour le contexte du projet, c'est un projet qui est porté par Caroline Jouy, cadre éducatif du pôle enfance-adulte de l'IEM, David Sergent, éducateur, et Louise Maillet, orthophoniste. Donc, ces objectifs principaux sont de créer un espace calme au sein de l'IEM et d'encourager la lecture chez des publics qui en sont éloignés, donc chez les jeunes qui en sont éloignés. C'est également le projet d'année de 4 élèves de l'IEM, donc Liam, Mariami, Tom et Flavien, qui revêtent la casquette de bibliothécaire et assurent les permanences d'ouverture de la bibliothèque. Donc on a donc plaisir de les avoir en majorité avec nous aujourd'hui. Donc, comme l'a dit Saliou, nous intervenons en tant qu'assistants à maîtrise d'ouvrage pour accompagner la mise en place de la bibliothèque. Donc, les réalisations et préconisations que je vais vous présenter dans un instant résultent en fait d'un travail collaboratif à la fois entre les étudiants de DUST, de GIDE, mais également des élèves et des encadrants de l'IEM. Mais avant de vous présenter tout ça, je souhaiterais donner la parole à Flavien, un des étudiants de l'IEM, pour qu'il vous fasse part de le ressenti sur ce que le projet a apporté à l'IEM depuis le début de l'année. Bonjour. Bonjour. Pour ce projet, nous avons eu l'aide des étudiants super motivés. Grâce à eux, nous avons pu nous projeter sur le long terme de la bibliothèque. Par exemple, en nous donnant l'idée de faire des partenariats, ils nous ont guidés sur l'organisation, le classement, la signalétique, le règlement intérieur, le choix du logiciel. Bref, sans eux, on se serait bien mélangé les pinceaux. Merci pour votre aide, votre implication, votre gentillesse et votre bienveillance. Bonne continuation. Ne changez rien, vous êtes au top. Merci Flavien. Merci Flavien pour ces mots touchants et pour ce petit teaser de ce qu'on a pu réaliser pour l'IEM. Je vais d'abord présenter le travail des DUS parce que c'est elles qui ont entamé le projet. Donc nous, on est arrivé après, on s'est greffé dessus. Donc elles ont entamé le projet en réalisant notamment un benchmark, un état des lieux, des recherches sur les collections inclusives, sur des possibilités d'aménagement de l'espace. Donc vous pouvez voir quelques exemples ici qui ont notamment guidé l'IEM, par exemple pour l'acquisition des étagères, qui se sont inspirées du travail que les DUS avaient fait. Et elles ont également proposé un plan de classement inclusif qui mêle à la fois code alphabétique et pictogramme pour faciliter son utilisation par n'importe quel public. Nous sommes arrivés ensuite. Donc certains ont un peu retravaillé aussi sur le plan de classement, ont proposé différents SIGB, ont travaillé sur la réglementation, la création d'une charte graphique, dont vous pouvez voir le superbe logo à droite, qui a été réalisé sur une idée des élèves de l'IEM. Également, nous avons proposé des actions de médiation. Nous en avons réalisé une, donc un temps lecture organisé pour l'inauguration de l'ouverture de la bibliothèque, avec différents groupes des élèves de l'IEM, des propositions de partenariat et également un aménagement pour le futur espace, la future bibliothèque tiers-lieu. Donc forcément, ce projet nous a amené à nous interroger sur comment penser l'accessibilité en bibliothèque aujourd'hui. Alors pourquoi la date charnière de 2005 ? Parce que c'est la date
entrée en vigueur de la loi handicap. Mais concrètement, comment ça se passait avant et qu'est-ce qui s'est passé après? Parce qu'on ne sait pas s'il y a vraiment eu des améliorations. Eh bien, ça a été le sujet d'une journée d'études l'année dernière qui s'appelait Lecture et handicap, organisée par la BPI, qui revenait donc sur les réalisations concrètes 20 ans après la loi handicap. Qu'est-ce qui a exactement changé pour les bibliothèques? Donc, la journée a été animée par différents intervenants, à la fois usagers et ou professionnels de bibliothèques. Et donc, ils émettent plusieurs constats après ces 20 ans. Donc, la situation avant 2005, c'était notamment que les bibliothèques spécialisées, qui dépendaient beaucoup des bénévoles et qui proposaient des collections adaptées, étaient extrêmement dissociées des bibliothèques publiques. Donc, l'accès était très diversifié et surtout plutôt complexe, notamment au niveau des services. C'était vraiment des endroits très spécifiques qui n'étaient pas forcément accessibles à tout le monde. Pour le point rapide. Depuis, donc, on a eu plusieurs progrès, mais encore de nombreux défis. Donc, au niveau des progrès, on peut notamment noter qu'avec l'introduction de la loi handicap, a également été introduite la notion de conception universelle et l'exception au droit d'auteur, ce qui a permis donc, de diversifier les publics, de professionnaliser les bibliothèques en incluant des pôles spécifiques, comme le pôle Lire Autrement à la bibliothèque Marguerite Duras, et également le développement de nouveaux formats numériques, comme le format EPUB, qui rend la lecture beaucoup plus facile. Au niveau des défis, donc même si le numérique permet beaucoup d'accessibilité, on note notamment que la majorité des sites Internet, par exemple, en France, ne respectent pas la loi en matière d'accessibilité. On est aux alentours des 3%, ce qui est encore très très faible. Que la formation des professionnels est très insuffisante et surtout très disparate en fonction des bibliothèques, et que les financements sont très limités. On en a déjà un peu parlé ce matin au niveau des financements pour les bibliothèques. Je raccourcis pour durer dans le temps. Donc on pense souvent à l'accessibilité physique, mais ce n'est pas que ça, l'accessibilité. C'est également l'accessibilité au niveau de l'accueil et l'accessibilité non pas aux collections, mais des collections. Notamment, donc, l'accueil est très variable en fonction des bibliothèques. Dans les bibliothèques des grandes villes, souvent les personnels sont mieux formés, donc accueillent mieux les usagers. Dans les bibliothèques de région, etc., les personnels le sont moins, donc les usagers ont tendance à se sentir un petit peu comme des ovnis. D'autant que les partenariats sont assez insuffisants, notamment entre associations, hôpitaux ou entre médiathèques et bibliothèques. Au niveau de l'accessibilité des collections, les formats sont très diversifiés, mais sont aussi très disparates en fonction des lieux d'habitation. L'accès et la disponibilité des collections dépend énormément du lieu d'habitation, du type de document et également des besoins spécifiques des usagers. Les bibliothèques spécialisées aujourd'hui font face à une demande très forte qu'ils ne peuvent pas assurer, et les bibliothèques publiques manquent de moyens tant financiers que humains pour proposer une offre complète. On s'est interrogé également sur le rôle social des bibliothèques, puisqu'elles tendent de plus en plus sur des lieux de citoyenneté. Et la diversification des espaces et des activités pour créer du lien social. Et c'est vers ça en fait que va tendre en fait le projet donc de tiers-lieu bibliothèque de l'IUM. Et Salou va vous faire un point rapide du coup sur le tiers-lieu en bibliothèque. Merci Loane. D'après ton exposé, ça renvoie déjà à un tiers-lieu. Qu'est-ce qu'un tiers-lieu? Un tiers-lieu est un espace qui se situe entre domicile et lieu de travail. C'est un endroit où les personnes peuvent se rencontrer librement, échanger, créer du lien social et développer des projets. Contrairement aux espaces traditionnels, ils ne reposent pas sur une fonction précise, mais sur la participation et le partage. Ce concept a été développé dans les années 1980 par le sociologue Ray Oldenburg, qui parlait du troisième lieu comme un espace essentiel à la vie collective et à la cohésion sociale. Dans cette logique, les tiers-lieux sont des espaces hybrides. On peut y apprendre, discuter, travailler, se détendre ou encore collaborer.
Il favorise l'inclusion, l'expression de chacun et la construction de projets communs. Ce sont donc des lieux vivants, évolutifs qui s'adaptent aux besoins des usagers. Aujourd'hui, certaines bibliothèques s'inscrivent dans cette dynamique et deviennent des bibliothèques tiers-lieux. Elles ne se limitent plus à leur rôle traditionnel de conservation ou de prêt de documents. Elles se transforment en véritable espace de vie, ouvert et participatif. On y trouve par exemple des ateliers, des espaces de travail collaboratifs, des animations culturelles ou encore des moments d'échange entre usagers. Les bibliothèques deviennent alors un lieu où l'on peut autant apprendre ou se rencontrer les autres et participer à des activités. Dans ce contexte, l'institution d'éducation motrice, cette évolution prend tout son sens. Une bibliothèque tiers-lieu au sein d'un IEM comme Christian Dabadi peut jouer un rôle particulièrement important. Elle devient un espace inclusif, adapté aux besoins des jeunes en situation de handicap, favorisant leur autonomie, leur créativité et leur socialisation. Ce type de bibliothèque permet de proposer des activités variées, accessibles à tous, qui encouragent l'expression, la découverte et le partage. De manière globale, nous pouvons dire qu'une bibliothèque tiers-lieu est une bibliothèque transformée en lieu de vie participatif. Et dans un institut d'éducation motrice, il devient un outil précieux d'inclusion, d'accompagnement et d'épanouissement des usagers. En définitive, ce projet nous a permis non seulement de mettre en pratique nos compétences, mais aussi de comprendre concrètement l'impact d'un tel espace sur le quotidien des usagers, en nous laissant une expérience enrichissante et profondément formatrice. Merci beaucoup pour votre attention. Pour montrer le réseau Alumni, donc le réseau des anciens élèves. Et donc, il a la charge de reprendre le flambeau. Et je lui laisse la parole. Donc, Thierry Alotchekba, je vous laisse la parole. Merci, Madame Derda. Alors, à notre tour de vous présenter le projet PAC. D'abord, c'est quoi PAC? PAC, P pour patrimoine, A pour alumni et C pour communication. Pendant cette année universitaire, il y a une équipe qui s'occupe de ce projet et je laisse les membres de l'équipe se présenter. Bonjour à tous et à tous, moi c'est Ibrahim Faye, je suis le chargé de veille du projet PAC Alumni. Je suis chargé de mettre à jour la base de données Alumni. Bonjour à tous, moi c'est Mylène Nadia, je suis chargée de la communication, notamment les kakémonos, les affiches et les portraits et les posts sur LinkedIn. Bonjour à tous, donc moi c'est Inès Brun, je m'occupe comme Nadia de tout ce qui est affiches, kakémono et compte LinkedIn. Bonjour à tous, moi c'est Diato Esther, je m'occupe de la production pour les réseaux sociaux et aussi de l'organisation du projet. Pourquoi patrimoine? Patrimoine pour ce que les alumni ont laissé dans le cadre de l'organisation des projets, des diverses activités qu'ils ont eu à mener au cours de leur formation. Et là, nous avons des fichiers, nous avons des résultats d'enquête menés sur le réseau GID Alumni, nous avons les inventaires des métiers, on a aussi la connaissance des alumni et de leur métier. Alumni, le Master GID se base sur un puissant réseau de plus de 700 alumni depuis 1984. Et le volet alumni se charge de faire vivre ce réseau et de suivre l'évolution des métiers, des professionnels issus de la formation qui sont en activité. Nous avons aussi l'internationalisation du master. Aujourd'hui, le Master GID a même des filleuls au Togo,
Et les professionnels issus de cette formation sont un peu partout représentés sur la Terre, j'allais dire, sur tous les continents. Et nous avons un taux d'employabilité de 75% pour ceux qui sortent de ce master-là. Et cette année, dans le cadre de notre activité, nous avons organisé la masterclass JID Alumni, qui est une activité annuelle qui permet à ceux qui ont fait la formation de venir échanger et de faire du réseautage, de venir échanger sur leurs pratiques professionnelles de tous les jours avec ceux qui sont en formation pour leur donner une idée de ce qui les attend dans le monde professionnel. Voilà un peu la carte d'implantation des alumni dans le monde. Et je tiens à remercier M. Anika Kwamivi qui avait réalisé cette carte dans le cadre du projet PAC. Retour sur la masterclass. En ce qui concerne la masterclass JID Alumni de cette année, nous avions eu d'abord à regarder un peu les profils dans la base de données Alumni que nous détenons et pour choisir des profils un peu variés. Et là, on a eu sur l'intervention de M. Féou Payou Dapindem qui est issu du master, mais qui a un profil de chercheur en devenir, puisqu'il est doctorant en sciences de l'information et de la communication. Nous avons eu aussi la présentation de Mme Stéphanie Derdar, qui est ingénieure archiviste en santé, mais qui est aussi doctorante, qui fait de la recherche. On a eu Lina Achar, qui a aussi fait le master JID et qui est consultante en dématérialisation GED, ECM, SAE. Nous avons eu Abbas Sabri, qui est aussi ingénieur d'application, chef de projet GED. On a eu Madame Isabelle Devulder, qui est responsable documentation au CHU de Lille, et Justine Dess, qui est documentaliste à l'ESTS de Lille. Sur le volet communication, qu'est-ce que nous avons fait? Il s'est agi pour nous de revoir un peu la charte graphique du site web du master. Nous avons aussi eu à faire des publications, à faire la réalisation de contenu pour les réseaux sociaux et numériques du master. Dans le cadre toujours de cette journée alumni, on a eu à réaliser le kakemono du master et le programme de la journée. Ça, vous avez là les affiches qui ont servi de support de communication dans le cadre de la préparation de la masterclass. Alors, beaucoup d'entre nous connaissent déjà les réseaux sociaux et le site web du master JID. Mais pour ceux qui sont en train de nous découvrir, vous pouvez nous retrouver sur ces réseaux-là. Et le master JID, c'est un master d'avenir et c'est un master qui ne forme pas au chômage. On vous conseille si vous avez l'ambition d'exercer dans le monde de la documentation, dans le monde des archives, dans le monde des archives à la fois physiques et numériques, et pas que du papier. Et on vous convie fortement à vous orienter vers ce master. Merci. Merci beaucoup, chers étudiants. Merci Thierry. Merci pour la présentation de vos projets. Nous allons donc maintenant faire une petite pause café. Et après, il faut revenir pour une intervention à 16h pile vers Canada. Alors maintenant, nous allons accueillir Madame Marie Grégoire, directrice de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Elle abordera un enjeu majeur, s'adapter ou disparaître à l'ère de l'IA en mettant l'accent sur la place essentielle de l'humain dans les transformations. Donc, les paroles est à vous, Madame. Ben, merci beaucoup. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ça va? Oui. Parfait.
Tout d'abord, ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler d'un thème, comme le dit le présentateur, qui me touche particulièrement, c'est la place de l'humain dans dans toute la transformation qu'on est en train de vivre. Et je dirais l'importance des bibliothécaires et des archivistes, je vais vous parler de notre organisation, et des archivistes dans l'organisation de la connaissance, du savoir et de la culture à l'ère de l'IA. Je vais vous parler rapidement, bon, là, attendez, je vais essayer ça comme ça. Oui, je vais vous parler rapidement de notre institution parce que c'est important de le dire, BANQ, c'est une institution qui est unique au monde, ou pratiquement. Il y a Singapour qui a un modèle similaire, mais à ma grande joie, les gens de Singapour me disaient qu'ils s'étaient inspirés du Québec pour justement développer leur bibliothèque. Alors, comme vous avez bien compris, BANQ, c'est Bibliothèque et Archives nationales du Québec. C'est 3 missions en une et 3 missions qui, de plus en plus, se parlent, interagissent pour aller à la rencontre des citoyens québécois. 3 missions, donc je vous en parle. La mission de découvrabilité Bibliothèque nationale, expertise conseil et archives nationales et expérience et grande bibliothèque. Vous allez dire, OK, BANQ, c'est les 3 titres d'en bas. Vous avez tout à fait raison. Mais dans notre volonté de se propulser vers l'avenir, on a décidé de donner des missions qu'on appelle transversales, donc qui touchent chacune des 3 grandes missions à une mission verticale. Alors, la découvrabilité, la donnée, l'importance de la métadonnée est portée par la Bibliothèque nationale. L'expertise conseil, tout l'accompagnement des bibliothécaires, des archivistes, des ministères et organismes est donné aux Archives nationales et l'expérience citoyenne à la Grande Bibliothèque. La Grande Bibliothèque, c'est une grande bibliothèque, elle porte bien son nom puisqu'elle est située à Montréal, une bibliothèque qui reçoit des millions de personnes, mais qui aussi dessert tout l'ensemble du territoire québécois et donc qui dessert tous les citoyens du Québec. Notre rôle est évidemment de préserver la mémoire, le savoir québécois, de le rendre accessible et de donner aussi un sens. Et on s'est donné comme mission d'apprendre tout au long de la vie. C'est quelque chose, je pense, qui vous est familier. Mais nous, on veut faire du Québec, on a cette aspiration de faire du Québec une société apprenante. Vous verrez, ça reviendra un peu partout dans la présentation. J'en fais un peu une fixation. Ah, là, je suis remontée. C'est pas grave. On va essayer autre chose. Bon, c'est pas mon ordinateur. Alors, j'ai emprunté un ordinateur pour vous parler. J'en ai un, mais c'est pas celui-là avec lequel on s'est branché. Alors, de l'humain à la donnée, l'équation d'aujourd'hui, c'est important de dire que dans une institution comme la nôtre, évidemment, on s'occupe de la préservation. Donc, on entrepose des documents, du patrimoine documentaire papier et c'est à la base de ce qu'on fait depuis toujours. Notre institution qui existe depuis 20 ans cette année, donc, et avec les archives qui existent depuis plus de 100 ans, la Bibliothèque nationale depuis plus de 60 ans. Donc, préserver le papier, c'est une chose qui est importante. Mais ensuite de ça, évidemment, il y a le nez numérique, mais il y a numériser pour rendre accessible numériquement ces documents-là. Et ensuite de ça, normaliser la donnée. Et ça, moi, je dis toujours que les bibliothécaires, les archivistes sont des personnes qui ont une avance sur le reste du monde à l'ère de l'IA parce que la normalisation de la donnée fait partie de l'ADN des métiers que vous avez choisis, des professions que vous avez choisies. Et pourquoi c'est important, la normalisation de la donnée et l'interopérabilité? C'est évidemment pour optimiser la découvrabilité et éventuellement nourrir une intelligence artificielle ou s'arrimer avec une intelligence artificielle qui, évidemment, nous permettrait de pouvoir quand même donner des outils à l'humain et non pas l'inverse. Et ça, c'est un grand défi qu'on a, je dois vous le dire, parce que étant donc
les gardiens d'une quantité phénoménale de données. Je vous dirais que les organisations d'intelligence artificielle n'hésitent pas à venir moissonner, et bien qu'on y travaille très fort à protéger la souveraineté de nos données, ça reste un enjeu immense. Donc, évidemment, vous êtes des bibliothécaires, vous n'êtes pas surpris si je vous parle de, évidemment, la collecte, la qualité de la description, les formats, le standard, les droits, les outils. Donc, ce sont des choses qui nous habitent au quotidien. Et là, je pèse. Et voilà, voyez-vous, la magie opère. Alors, et comme je le disais, bibliothécaires et archivistes sont experts de la norme depuis des siècles. Évidemment, ça a commencé pas avec l'informatique, mais pendant des siècles, dans des contextes très difficiles. On peut parler évidemment des guerres, on peut parler de moments de censure. La bibliothèque a été un lieu de résistance. Et ça, c'est important de se le rappeler. J'étais, mon Dieu, il y a 2 étés au Chili. Et quand on rentre au musée de l'histoire du Chili, on rend hommage aux bibliothécaires qui ont préservé les collections et qui ont fait en sorte que le savoir et la culture ont pu continuer de vivre dans une grande période d'oppression. Et je trouve que c'est très, très beau de se le dire qu'à travers l'histoire, donc les bibliothécaires et les archivistes ont gardé ce rôle-là, ce rôle de protecteur de la mémoire, protecteur des savoirs. Alors, et quand on fait ça, ben, on protège évidemment les voix qui peuvent s'exprimer. Aujourd'hui, je dirais que la menace, c'est peut-être pas de disparaître physiquement. On espère qu'on ne détruira pas les biens physiques qui existent, mais bien d'être invisible. Et la semaine dernière, il y avait il y avait plusieurs festivités au Québec pour parler de francophonie. Et dans ce contexte-là, l'OIF a rendu public une étude qui disait que la langue française est la 4e parlée au monde, ce qui est bien. On est passé de 5e à 4e. Mais on demeure égal avec beaucoup d'autres langues sur la visibilité qu'on a sur le web. Et dans ce contexte-là, on n'a que 3,5 % de contenus francophones qui sont visibles. Alors, l'idée de disparaître, évidemment, est présente dans nos têtes. Alors, si on veut que nos cultures, que nos savoirs existent, ben, il faut qu'on soit en mesure de les trouver. Et quand on parle de la bataille de la découvrabilité, c'est exactement de ça qu'on veut parler. Et donc, la base qui est à l'origine, je dirais, de la bibliothéconomie, que ce soit le système Doué, donc la façon de documenter, de structurer, qui maintenant se transpose dans la donnée, ben, ça nous donne des chances. Ça nous donne des chances de pouvoir justement rayonner davantage. Et surtout quand on s'additionne, parce que tantôt, je vous parlais de cette pyramide de la structure de la donnée et de la préservation. Ben, nous, on a la chance de faire partie de réseaux internationaux aussi, comme le réseau francophone numérique, où on partage nos savoirs, où on tente de créer des ponts et aussi de rehausser les capacités de nos collègues un peu partout dans la francophonie. Donc, ces métiers qui sont à la fois devant le rideau, puis on va parler de ce qu'on fait avec le citoyen, comment on connecte avec le citoyen, puis comment on sert je dirais, de l'informatique, de l'intelligence artificielle pour connecter avec le citoyen, bien, ça prend tout un travail qui est derrière le rideau, qui est la donnée, l'architecture, l'interopérabilité. Donc, dans cette coulisse-là, il y a tous les métiers de bibliothéconomie qui sont grandement importants et malheureusement, pas suffisamment, je pense, valorisés. Alors, nous, nous, à BNQ, on tente justement de ne pas invisibiliser cette partie-là de notre travail et de le valoriser. Je vais vous parler d'initiatives qu'on met de l'avant, qui font en sorte que les équipes qui travaillent, qui ont cette expertise de la donnée, sortent tout à coup de l'ombre pour prendre au contraire le devant de la scène. Et quand on parle de l'importance de la donnée, dans le cas d'une institution comme BNQ, on parle aussi de la donnée patrimoniale. Qu'est-ce que c'est la donnée patrimoniale? Bien, c'est évidemment tout ce qui pourrait donner une perspective historique, hein, une perspective de mémoire à nos outils d'intelligence artificielle.
Donc, je vous ai parlé du réseau francophone numérique, le RFN. Donc, l'équipe du RFN que je préside, parce qu'on change de pays et de nation, qui préside de façon rotative, mais donc, c'est pour l'instant le BANQ qui préside le réseau, a fait des représentations auprès de l'OIF lors du sommet de la francophonie qui s'est déroulé à Villers-Cotterêts, de façon à ce qu'on puisse reconnaître l'importance de la donnée patrimoniale. Et on est content, on l'appelle l'article 20, hein, on a des victoires comme ça, qui soulignent l'urgence d'agir en faveur de la découvrabilité des contenus culturels et qui, justement, mentionne l'importance de la numérisation pour les institutions documentaires francophones, donc l'importance de ce que nous faisons quand on est aussi des bibliothèques de mémoire et des centres d'archives de mémoire. On a un peu poussé, hein. On a dit, ça va bien notre affaire, alors continuons nos représentations. Et en mai dernier, il y avait la rencontre des ministres de la Culture de l'OIF. Et dans ce contexte-là, on a continué à vouloir aller chercher cette reconnaissance-là. Parce qu'une fois qu'on veut exister, hein, comme on veut exister puis être pertinent dans l'écosystème, ben pour ça, il faut être reconnu puis il faut être entendu. Donc, c'est un peu ce qu'on a fait. Alors, on a fait un appel au ministre de la Culture qui était présent et ça a permis d'avoir des reconnaissances dans différents articles de la Déclaration des ministres de la Culture, donc la Déclaration de Québec. On appelle donc au développement éthique de banques de données culture pour valoriser la diversité du patrimoine francophone. Donc, partir à la base de ce que je disais tantôt, de ce qu'on crée ensemble et de le valoriser dans une banque de données structurée, d'engager les États à normaliser la donnée et les métadonnées, donc d'avoir cette interopérabilité qui est si importante, mais aussi de souligner, et ça c'est important pour ceux et celles qui ont envie d'aller vers la médiation, de souligner le rôle fondamental des bibliothèques et des institutions culturelles dans la sensibilisation des jeunes au contenu francophone. Donc, ce rôle de passeur là, qu'on peut avoir. Ça a fonctionné. Oups, ça avait fonctionné. On ne remonte plus. Et voilà. Et je trouve que c'est important, cette dernière reconnaissance-là, parce que il se passe quelque chose dans notre monde. Puis je pense que vous êtes probablement aux premières loges de tout ça. C'est comment, dans le fond, on est en train de transformer notre découverte, qu'on est en train de transformer nos recherches. Et l'analogie qui me vient souvent en tête, c'est que j'ai un collègue, donc le président de la BNF, de la Bibliothèque nationale de France, Gilles Pécou, dit toujours que la découvrabilité, c'est une bien vieille affaire. C'est l'idée de errer à travers les rayons d'une bibliothèque, mais dans un monde virtuel. Hein? C'est de tomber sur des choses qu'on ne s'attendait pas à voir et finalement de rester accroché. Donc ça, au niveau de la découvrabilité, ce parallèle-là est très intéressant. Mais si on regarde au niveau de la recherche de façon plus générale, ben, il fut un temps, pour les vieilles personnes comme moi, où lorsqu'on décidait d'aller en voyage, ben, on se rendait dans une bibliothèque, on prenait des guides, on regardait ça, on regardait des cartes, on se faisait un itinéraire, on regardait tout ça. Aujourd'hui, évidemment, on peut, et je l'ai fait, je pars en vacances demain, et j'avais donc différentes contraintes, et j'ai demandé à un agent IA de m'aider à prendre mes contraintes et optimiser le temps que j'avais de vacances. Évidemment, j'ai pas fureté, j'ai pas regardé les choses de la même façon. C'est après coup où je suis allée voir, ah oui, on me propose telle chose. Donc, j'ai pas préparé. J'ai pris l'itinéraire et j'ai adapté mon itinéraire en fonction de ce que l'IA m'avait recommandé. Donc, on est en train un peu de changer nos perspectives de recherche. Et dans ce contexte-là, nous, ensemble, on va avoir aussi à s'adapter à comment, hop, on est descendu, c'est pas grave. Alors là, on redescend. J'espère que vous avez pas mal au cœur. Alors, comment on s'organise, comment on se structure pour aller à la rencontre des citoyens. Et dans ce contexte-là, nous, on veut faire le saut avec les données patrimoniales. Donc, on veut s'assurer d'être présent dans l'écosystème, mais pas à n'importe quel prix. Et ça, c'est important. Nous, on dit toujours que la donnée patrimoniale,
c'est beaucoup une façon d'être un contrepoids aux GAFAM. De dire que nous, on a des données au Québec, donc BNQ a des données euh, qui sont là et qui sont à venir, hein, parce qu'il faut comprendre aussi qu'on a 10% de notre écosystème qui est numérisé, de notre écosystème documentaire. Donc, imaginez tout le potentiel qui peut être là dans les données à venir. Et ce sont des données que les GAFAM n'ont pas. Alors, dans un contexte de souveraineté numérique de nos États et de vouloir exister à travers les nouveaux outils émergents, on trouve que c'est quelque chose qui a vraiment du poids. Dans ce contexte-là, alors BNQ travaille sur une base de données culture patrimoniale. Le premier, je dirais, le premier geste qu'on a fait, c'est d'aller à la rencontre de partenaires culturels. Et ça, c'était à la recommandation, d'ailleurs, c'est toujours intéressant, c'est à la recommandation du Conseil de l'innovation du Québec et donc de l'innovateur en chef que BNQ a été ciblé comme un des porteurs potentiels de cette base de données-là. Donc, une reconnaissance qui vient d'un milieu qui ne s'attendait pas à venir nous voir, je vous dirais, et de notre côté, on ne s'attendait pas à ce qu'ils viennent nous voir non plus. Donc, des nouvelles rencontres un peu particulières qui marient des mondes qui ne se parlaient pas nécessairement. Donc, le monde de l'innovation pure et le monde de la bibliothéconomie et de l'archivistique. Donc, dans ce contexte-là, il est arrivé quelque chose de très particulier et on a fait une étude de faisabilité. Dans cette étude de faisabilité-là, donc, ce qu'on s'est dit, c'est que, ben, c'est un projet d'intérêt national. Et de plus en plus, à travers les différents ministères et organismes québécois, on a cette reconnaissance que la base de données culture gouvernementale et culturelle québécoise en français et en langue autochtone, faut-il le dire, parce qu'on parle de cohabitation avec les peuples autochtones. Dans ce contexte-là, on voulait aller voir quels étaient finalement les éléments les plus porteurs et quelles étaient les préoccupations qu'on devait avoir en tête. Alors évidemment, on veut assurer la découvrabilité, je vous en ai parlé, encourager le développement éthique et responsable de l'IA. Il y a une déclaration qui s'appelle la Déclaration de Montréal et c'est une déclaration internationale qui pousse justement les utilisateurs de la donnée à en faire une utilisation éthique. Alors, nous, on est signataires de cette convention-là. Mais ce qu'on voulait aussi, c'était stimuler l'innovation pour donner accès à des données pertinentes, des jeux de données pour que la recherche puisse continuer d'avancer et préserver et promouvoir l'identité culturelle québécoise. Tout ça dans un espace structuré, bien sûr, au profit du grand public, des chercheurs, des développeurs IA, des organismes culturels, des ministères et organismes publics, tout en respectant, et ça c'est important, les droits des créateurs. Et ça a été, je dirais, un des éléments les plus importants de l'étude de faisabilité qui est ressorti. C'est oui, on est prêt. Donc, nos collègues des organismes culturels sont prêts à participer à une initiative comme celle-là. Ils reconnaissent BNQ comme étant un joueur de confiance et je pense que le fait d'avoir géré le dépôt légal depuis sa création au Québec, il fait pour beaucoup. Les créateurs sont conscients qu'on prend soin de leur œuvre et qu'on respecte les droits d'auteur. Mais dans ce contexte-là, ça a fait en sorte que ce projet-là franchit de nouvelles étapes au moment même où on se parle. On pèse sur le piton. Alors, donc, on l'a dit, les métiers autour de la bibliothéconomie sont en pleine émergence, sont en train de se transformer, autant au niveau de gardien de la donnée que de la médiation, que de la créativité numérique, que de l'expertise conseil. Et dans ce contexte-là, ben, BNQ veut être, c'est intéressant ce qu'on appelle le labo, parce qu'on a évidemment un Fab Lab accessible au grand public. Dans ce contexte-là, le labo est un peu la pointe de l'iceberg, mais on veut être un laboratoire à plusieurs égards. Donc, on veut être un laboratoire, on l'a vu, au niveau de la donnée, mais aussi au niveau de la médiation, de la créativité numérique, de l'expertise conseil, parce qu'on fait ça pourquoi? Alors, on fait ça pour des humains, pour s'assurer que le savoir et la culture rayonnent et entrent en contact avec les humains. Puis comme on l'a vu dans les préoccupations des ministres de la Culture, on veut que les jeunes humains
connectent avec la culture. Et on sait que c'est un grand défi avec les réseaux sociaux. On a l'impression qu'on connecte davantage avec la culture, je dirais, américaine, et on oublie un peu notre culture nationale, notre culture locale. Et notre rôle à nous, c'est de s'assurer qu'on a des lieux de connexion pour ça. Et dans ce contexte-là, BANQ a créé ce qu'on appelle les lundis culturels où des organismes viennent présenter. On voit le cirque, on voit donc de la musique. Donc, les organismes culturels du coin viennent présenter des œuvres uniques. Ça veut dire qu'ils viennent partager avec le citoyen un peu ce qui se passe dans les coulisses de la création. Et pour nous, c'était vraiment important. On a aussi des activités en milieu scolaire. On a le labo que vous voyez là. Donc, on a différents types de médiation qui font en sorte qu'on a plus de 1500 activités par année avec, je dirais, des dizaines de milliers de participants. Parfois sur place, mais d'autres fois en ligne. C'est important de le dire. Il nous est arrivé, on a eu une série d'événements, par exemple, qui nous a permis de se promener à travers les différentes bibliothèques municipales qui sont pas reliées organisationnellement à BANQ, mais qui sont des entités autonomes gérées par les municipalités, mais de travailler de concert avec ces bibliothèques-là pour avoir des programmations diffusées partout à travers le réseau des bibliothèques du Québec. C'est aussi beaucoup de données, on l'a dit, donc 3 pétaoctets de données qu'on met à contribution pour cette découvrabilité-là. Et le nombre de visiteurs qu'on a sur place, on parle d'1,5 million, en ligne de 12 millions. Mais ça aussi, c'est un autre élément qui est important à garder en tête, c'est que nos indicateurs sont aussi en transformation à cause de l'IA. Donc, on avait 12 millions l'an dernier dans notre rapport annuel de visiteurs sur notre site Internet, mais vous n'êtes pas sans savoir que maintenant, quand on fait une recherche Google, par exemple, bien, on a une première réponse qui arrive de l'intelligence artificielle, ce qui fait qu'il y a de moins en moins de gens qui visitent nos sites. Alors, il faut être d'autant plus astucieux pour que notre site Internet devienne une destination et que ce ne soit pas que le lieu pour aller chercher une simple réponse, mais que ça soit un lieu d'expérience, d'où l'expérience sur place et en ligne qu'on tente de développer. On tente aussi là, c'est vraiment le grand défi. On tente aussi, moi j'ai la chance d'avoir Brigitte qui m'aide, puis c'est pas que je suis techno-nulle, c'est que c'est son ordinateur et on a chacun notre façon de gérer notre notre pavé tactile. Mais donc, c'est important de le dire, dans ce qu'on a développé, c'est aussi des nouveaux formats pour entrer en relation avec. Alors, comme vous voyez, on a maintenant, pour interagir avec les citoyens et amener nos collections, donc la richesse. Oh, pardon. Attendez un peu. Et voilà, pas de problème. Alors, ce que je disais donc, c'est que, comme vous pouvez voir, on a une nouvelle façon d'entrer en contact avec la population, de faire connaître la richesse des collections documentaires et patrimoniales de BANQ. On a aussi, si jamais vous avez la chance d'aller sur le site Internet de BANQ, créé la trame sonore du Québec, qui est l'histoire des 50 chansons qui ont marqué le Québec, mais à travers le patrimoine documentaire et des témoignages. Alors, le temps des cathédrales, peut-être que certains d'entre vous connaissez Bruno Pelletier, mais donc, c'est des chansons qui marquent le Québec, mais qui nous permettent aussi de venir un peu raconter l'histoire à la fois de la chanson et de la société québécoise à travers le patrimoine documentaire et des témoignages, comme je le disais tantôt, des créateurs. L'autre volet qu'on a fait aussi, qui a été vraiment très intéressant, c'est d'utiliser l'humour. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissez Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, parce que je pense que nous, au Québec, on dit gentiment qu'il sévit en France. Alors, vous pouvez peut-être l'entendre à la radio particulièrement sur les ondes françaises, mais donc, ça fait en sorte que c'est un humoriste extraordinaire, avec une culture générale extraordinaire. Et on lui a demandé, on s'est inspiré d'ailleurs d'une série qui existait déjà à Radio-Canada qui s'appelle Les Grandes œuvres Top Chrono. Mais on a fait un partenariat avec Radio-Canada et on a dit, est-ce qu'on pourrait faire les grandes œuvres BANQ Top Chrono? Et on a fait donc 5 épisodes qui mettent en valeur les trésors de BANQ avec Philippe Audrey
qui est venu nous donner sa perspective sur ces grands trésors-là. Donc, passer à travers des interlocuteurs qui parlent à des nouvelles clientèles, qui connectent avec des nouveaux avec des nouvelles clientèles et dans des formats différents. Donc, des formats balado, des formats vidéo, des formats interactifs. Donc, on rejoint comme ça un plus large éventail de clients, d'usagers, je devrais dire. Et ça marche. On est content de dire que ça marche. Quand je suis entrée en poste, il y a des gens qui disaient, tu t'en vas où? À BN quoi? C'est quoi BN quoi? Et là, je disais, oui, BNQ, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Et on s'est dit ensemble avec l'équipe, on veut passer de BN quoi à BN cool. Alors, ça va être vraiment chouette de venir à BNQ, d'y faire des activités. Et comme je disais, une des choses qu'on a mesurées au départ en 2023, c'était quel était le niveau de notoriété de notre institution, qui est assez particulière. Hein? On l'a dit, c'est pas une institution municipale, c'est une institution qui est nationale, pan-québécoise. Alors, dans ce contexte-là, on avait peut-être un petit défi, là. Alors, 41% des gens, des répondants en 2023 au sondage qu'on avait fait, disaient « Oui, je connaissais BNQ pour en avoir déjà entendu parler. » Pas nécessairement avoir eu les services, mais en avoir entendu parler. Et les plus récents résultats de ce sondage-là qu'on fait de façon annuelle nous mènent à 59%. Donc, ça veut dire qu'il y a une nouvelle ouverture qui s'est faite. Évidemment, on continue d'avoir le grand défi. C'est des universitaires, c'est des gens plus âgés. Donc, on a le défi de connecter avec des publics plus jeunes. Mais comme vous voyez, on fait beaucoup d'efforts. On a 500 000 abonnés, ça c'est l'autre chose. On a beaucoup travaillé sur notre base de données d'abonnés parce qu'au préalable, il y avait deux types d'abonnés. Il y avait des abonnés qui venaient s'abonner sur place, qu'on appelle tout service, et les abonnés en ligne. Les abonnés en ligne n'avaient pas de limite de temps, donc on se trouvait avec des abonnés qui étaient inactifs. Et on a décidé donc de mettre une limite de 5 ans et de nettoyer nos bases de données. Ce qui fait en sorte que notre 500 000 est descendu jusqu'à 365 000 abonnés, mais on est remonté maintenant au-delà des 500 000, mais avec un niveau d'activité beaucoup plus grand, ce qui fait que par exemple, lorsqu'on s'abonne à des ressources en ligne et qu'on nous demande le nombre d'abonnés pour fixer un prix, bien là, notre rapport qualité-prix est d'autant plus important que les gens s'en servent, les gens l'utilisent et on a des abonnés qui sont vraiment très engagés. Finalement, sur place en ligne, je vous le disais, accompagner un apprenant à vie et quel beau petit loup. Alors pour nous, comme je le disais, c'est important dans la vie de pouvoir contribuer à une société apprenante où on apprend tout dans la vie, on apprend à apprendre et on apprend toute la vie. Dans ce contexte-là, on travaille beaucoup auprès des familles, mais on développe aussi des partenariats avec les centres à la petite enfance, donc de façon à être très présent très tôt dans la vie des enfants parce qu'on sait c'est ce qui fait la différence sur sa volonté d'apprendre par la suite. Hein? Dès qu'on lit à voix haute à un enfant, ça le prédispose à l'apprentissage. On travaille avec le milieu de l'éducation. On a BNQ Éducation qui rentre dans les classes, qui fait des activités comme des cabanes à culture, donc qui permet d'interagir et d'outiller les professeurs pour interagir avec le patrimoine documentaire et lui donner de la compréhension. Et ben, il y a cet apprentissage tout au long de la vie où on forme, on accompagne tous les curieux, les curieuses. Et on pense que c'est essentiel dans une société en transformation, dans une société où il y a l'IA, parce qu'avec l'IA, évidemment, ça devient très difficile de faire la différence entre le vrai et le faux. Ça devient très difficile de prendre des décisions éclairées, justement de trouver la bonne information, parce que des fois, comme je vous le disais dans mon cadre du voyage, des fois, on devient un peu paresseux et on prend des raccourcis. Alors, dans ce monde en pleine transformation, on pense qu'apprendre toute la vie dans un contexte de société apprenante, c'est essentiel et ça va faire en sorte que le Québec pourra se distinguer parce que c'est vraiment comme institution publique qui appartient à tous les Québécois. Ben, c'est notre rôle de s'assurer de notre unicité, mais aussi de notre contribution. Alors, on est partout à travers le Québec, comme je l'ai dit, sur place et en ligne, et ça m'a fait très plaisir de vous faire un parcours à très haut niveau de ce qui se passe à BNQ. Là, je peux faire échapper. Non? Juste stop share.
Alors, voilà. Alors, merci Là, infiniment. Merci Ben, infiniment, merci à Madame vous. Grégoire, pour votre intervention enrichissante et également le temps que vous nous avez accordé. Votre réflexion nous a mis en lumière la place essentielle de l'humain au cœur de ces transformations à l'ère de l'intelligence artificielle. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions à poser à Madame Grégoire. Des questions? Je devais être très claire. Ah non, il y en a une. D'accord. Oui, je suis intriguée par vos machines. Imaginoscope, connectoscope, hémoscope. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par curiosité? Vraiment, j'étais intriguée. Avec plaisir. Ben oui, notre idée, c'était, donc, comme vous savez, on a nos 3 institutions qui, longtemps, ont peut-être vécu un peu sur leur île. Et notre idée, c'était d'utiliser la créativité numérique pour ramener la collection de la Bibliothèque nationale et les fonds d'archives à la rencontre des citoyens. Donc, on a fait ça en faisant un appel à propositions, comme je disais, avec des jeunes pousses. Et qu'est-ce que ça a donné? Il y a différentes stations maintenant dans la grande bibliothèque, qui est d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais qui est sur 5 étages. Donc, du niveau M, qui est au niveau de la famille, jusqu'au 4e, qui est le niveau où on a musique et film. Alors, sur les étages, on a différentes expériences. Par exemple, à l'étage du bas, là où est la famille, mais là où on a aussi un convoyeur qui permet de voir les livres retourner, comme dans des bacs qui vont permettre de retourner sur les étagères. On a une machine de l'imaginaire qui nous permet de créer des personnages, mais qui vivent dans des univers québécois, donc dans la forêt québécoise, dans la mer québécoise. Donc, on est capable de venir les positionner comme ça. À un autre étage, on a un autre équipement qui nous permet, avec nos mains, de venir travailler sur les émotions. Et lorsqu'on dit, par exemple, je ne sais pas moi, la tristesse, ben, ça va être une citation d'un auteur qui va venir justement évoquer ce que la tristesse peut vouloir dire auprès de créateurs. Ensuite de ça, on a une autre station où on fait des liens entre des œuvres et entre des œuvres entre elles, donc, et des époques. Donc, c'est un peu un jeu de je découvre quelle œuvre a rapport avec quelle époque et tout ça. Et ici, près de mon bureau, il y a deux éléments. Un où on marche dans un corridor, donc dans l'allée qui nous amène à l'étage. Et là, il y a différentes stations qui nous permettent de découvrir les 5 plus vieux titres que nous avons à BANQ. Évidemment, c'est pas, ça a pas le même, le temps n'est pas le même qu'en Europe, là. Mais donc, par rapport à nos collections à nous, on vient présenter 5 titres et c'est très Harry Potteresque, je dirais, là. On marche et on voit le livre apparaître et son histoire un peu se dérouler devant nous. Et il y a une autre machine qui nous permet de, comme vous l'avez vu peut-être dans la vidéo, de tourner des pages et de venir connecter avec des moments d'archives où on voit, des faits saillants et des moments qui ont touché la société québécoise. Merci. Et comment vous sélectionnez les sujets? En fait, c'est l'équipe des bibliothécaires qui ont sélectionné les sujets et les thèmes. Donc, ça a été un travail collectif. Pour nous, c'était très important que ça vienne des équipes. Alors, ça a été la synergie entre les archives, l'équipe d'archives, l'équipe de bibliothéconomie grand public, je dirais, donc de la grande bibliothèque et la Bibliothèque nationale. Ensemble, ils ont développé les contenus pour aller connecter le plus possible avec les différents profils de citoyens qu'on avait. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, merci, bye bye. Je laisse les paroles à Luca, notre chef des projets, pour vous en dire plus.
Merci beaucoup, monsieur Abdelhakim Farah Ali. Donc, malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin et cette journée en a une. Alors, on va essayer de faire assez court parce qu'on aura juste après une dernière prise de parole par la responsable du Master J de Mme Laurence Favier. Oui, mais c'est des mots qui ont une importance. Et donc, simplement, nous, notre projet, le projet qui a été fait par tous ces étudiants et moi-même, ça a été d'organiser toute cette journée, de trouver les intervenants, de pouvoir organiser, planifier les horaires, la gestion des coûts. Et donc, c'est toute une journée qui a été planifiée par un collectif. Et c'est un peu pour rappeler l'importance que peut avoir un collectif, que peut avoir la collaboration entre plusieurs membres pour réaliser un projet commun et qui est, pour moi, similaire et vital dans notre domaine dans lequel nous travaillons. J'aimerais tout d'abord remercier le public, car c'est vous qui permettez que cette journée vive. C'est vous pour lequel on a créé cette journée, pour lequel tous ces étudiants ont créé cette journée. J'aimerais ensuite remercier tous les intervenants qui ont accepté notre invitation, très chaleureusement. C'est grâce à vous que cette journée existe aussi. Vous avez pu partager votre métier, votre passion, ce qui vous rassemble. Et c'est cette passion que vous essayez de nous transmettre et je pense qu'aujourd'hui, vous avez parfaitement réussi à la transmettre. Enfin, je voudrais remercier ceux qui ont encadré ce projet. J'aimerais d'abord remercier Madame Laurence Favier, qui est professeure des universités et qui est la directrice du Master GID. Enfin, j'aimerais remercier un monsieur qui n'est plus là, mais qui était venu ce matin, mais qui n'a pas pu revenir cet après-midi. Monsieur Ismaël Timimi, maître de conférence et directeur adjoint du département Infodoc, dans lequel se trouve le Master GID. Et enfin, j'aimerais remercier Madame Stéphanie Derdard, professeure associée au département, qui nous a, d'une grande bonté, qui nous a aidés dans ce projet, qui nous a permis d'arriver là où on en est aujourd'hui. Donc, je voudrais juste vous présenter rapidement les membres de mon projet. Je vais vous laisser vous présenter rapidement votre poste et votre nom. Je commence par Ayat. Donc moi, c'est Ayat Bilek. Je suis chargée de la logistique, relations extérieures. Il y a un peu de tout. Donc, on a tous touché aux différentes tâches du projet. Moi, c'est Anna Drali. Je suis chargée des relations extérieures. Merci à vous tous. Bonjour, moi c'est Katia Odey, je suis chargée de veille de ce projet et bien sûr j'ai aidé mes camarades pour les autres tâches. Bonjour, je suis Yabok Beki, j'ai été community manager sur le projet. Bonjour, je m'appelle Rachdem Gab, je suis chargée de communication et design. Alors moi c'est Abdelhakim, j'ai été chargé de faire le site internet de la journée GID. Et puis voilà. Moi, c'est Joseph-François Mbaye-Faye. Je suis le responsable financier. Et j'espère que vous tous, vous avez bien mangé. Et donc, merci. La journée. Écoutez, je vais passer la parole à Madame Laurence Favier, si elle le veut bien. Je vous demanderai de l'applaudir pour son... Écoutez, moi je suis là pour féliciter les étudiants d'abord, je vous le redis, et je voudrais aussi réinsister sur ce que j'ai dit ce matin, c'est-à-dire que ce sont les étudiants qui ont choisi les intervenants et qui ont fait le programme, parce qu'ils ont parlé de la logistique, de tout ça, parce qu'effectivement, ça n'est pas une petite affaire organisée, c'est vrai, mais... ils sont aussi les auteurs du programme de la journée. On leur doit ce programme et c'était formidable. Je suis très heureuse personnellement, là je me permets d'en parler, de vous avoir entendu.
les intervenants tous sur ce sujet des bibliothèques que nous avions ensemble choisi. Voilà, écoutez, vive le master. Merci beaucoup aux intervenants de nous avoir accordé du temps et le partage de leur expertise. Ensuite, il y a une deuxième vie de la journée Gide. Cette deuxième vie, c'est sur le web, c'est ce qui va circuler, les contenus que vous nous autoriserez à diffuser sur le web. Vos interventions qui seront aussi disponibles pour les générations suivantes, puisque comme vous l'avez vu, nous prenons un grand soin à maintenir le lien entre les générations du master. Et là aussi, il y a eu tout un travail qui a consisté à reprendre cette histoire aussi loin qu'on a pu le faire pour garder du lien entre les générations. Voilà, merci beaucoup à tous et